STV, votre télé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Cameroun vibre en ce moment au rythme de la présidentielle du 7 octobre prochain. Y aura-t-il un nouveau locataire au Palais des Toudis? Dans environ 2 mois, nous le saurons. L'invité de ce soir organise et conseille les missions électorales, des missions plutôt internationales d'observation des élections. Il conçoit et supervise des programmes nationaux d'appui à la démocratie en partenariat avec les organisations civiques et les organes législatifs à travers l'Afrique. Affectueusement appelé Monsieur Afrique par la presse internationale, il est expert en démocratie en Afrique. Actif dans le mouvement de promotion de la démocratie, il passe le clair de son temps à sillonner l'Afrique et d'autres pays du monde. Né le 14 août 1956 à Ngouzan, c'est dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. Il défend la suprématie de la Constitution et s'érige contre tout tripatouillage de ce texte à des fins personnelles et intérêts particuliers. Né d'une fratrie de 15, il est papa de 3 enfants. Le directeur régional du National Democratic Institute for International Affairs, en abrégé NDI pour l'Afrique, est mon invité de ce soir. Le docteur Christophe Fomunio est assis dans le fauteuil rouge. Bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est un plaisir de vous revoir et d'avoir cette opportunité d'échanger avec les compatriotes et vos téléspectateurs. Ai-je oublié quelque chose dans ce bref portrait? Non, je crois que vous avez très bien résumé, sauf qu'il faut ajouter que le village de Ngouzan, c'est dans l'arrondissement de Batibo, qui est devenu célèbre malheureusement à cause de la crise actuelle, la crise que vit le pays et puis notamment surtout dans la zone anglophone. Alors vous avez travaillé à la SNEC, oui. Ensuite à la Cameroon Airlines, oui. Et après vous gériez le département juridique. Après environ 5 ans, vous partez du pays pour la prestigieuse université d'Harvard. Est-ce que c'est parce que les diplômes obtenus au Cameroun n'étaient pas satisfaisants ou alors c'était la soif de connaissances? Effectivement, je peux dire que j'ai été parmi les quelques chanceux qui, tout juste à la sortie de l'université de Yaoundé, a pu trouver un emploi. À l'époque, c'était un peu plus probable qu'aujourd'hui. Oui. J'avais été donc recruté à la SNEC au Boufégué à l'époque. Et ensuite, après quelques mois, j'ai été recruté à la Cameroon Airlines, que je gérais Amadou Bello, à l'époque président directeur général de Cameroon Airlines. Mais j'avais toujours envie de poursuivre des études supérieures. Et je crois que le fait qu'avec un diplôme de l'université de Yaoundé d'alors, que je sois accepté à l'université de Harvard, témoigne plutôt du fait que, quelque part, les diplômes de nos universités étaient très considérés à l'international également. Alors, vous voulez poursuivre? Oui, juste pour dire que, initialement, au début, la sortie était motivée par ce désir de faire des études supérieures. Et je me souviens, lorsque j'ai terminé à Harvard et que j'ai poursuivi par la suite avec un doctorat d'État à l'université de Boston, même entre les amis, lorsque je me suis retrouvé au NDI, on se disait qu'après 2 ou 3 ans, ce serait terminé, on va rentrer au pays et on va porter sa contribution au développement de son propre pays. Donc, mais hélas, le temps passe et je suis encore à cheval entre le continent, le pays, le continent et l'autre mer. Alors, vous êtes l'aîné d'une fratrie de 15 enfants. Moi, j'aimerais comprendre comment quelqu'un qui a vécu dans cette ambiance chaleureuse, là, dans une aussi grande famille, décide d'avoir juste 3 enfants.
Ah, vous savez, les temps évoluent, les générations ont leurs mœurs. À l'époque de nos parents, la polygamie était acceptée par tout le monde, c'était même encouragé. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais jeune, à l'époque du président Amadou Ahidjo, il y avait une opération 10 millions où il fallait faire accroître la population du pays pour qu'on ait une population beaucoup plus importante. Donc la polygamie, pour la génération de mes parents, était accepté, était encouragé, était tout à fait normal. Et d'ailleurs, mon grand-père, qui était un sous-chef de Gouzang, avait plus de femmes que mon père. Mon père en a eu 2. Et moi, je crois que dans ma génération, c'est important de se conformer aux mœurs de l'heure. Donc, c'est pour cela que j'ai une seule épouse et 3 enfants. Nous avons été bénis avec 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Alors, justement, vous êtes issu d'une famille polygamique. Qu'est-ce que vous pensez de ce régime-là? Est-ce qu'on doit continuer comme nos parents ou alors est-ce qu'on doit changer? Je précise que nous sommes en Afrique. Vous savez, le contexte a changé et il faut évoluer avec son temps. Parce qu'à l'époque de nos parents, bon, surtout en zone rurale, il y a assez d'espace pour tout le monde. Il y a des champs à cultiver, chaque maman cultive son champ. Il y a des espaces où les enfants peuvent s'amuser, peuvent jouer. Il n'y a pas cette contrainte économique qu'on vit en milieu urbain. Donc, je me dis que plus l'Afrique s'urbanise, plus on va se priver de certaines libertés qu'on avait l'habitude de jouir en zone rurale. Donc, je pense que la génération actuelle devrait se conformer quand même à cette limitation pour éviter des familles polygames. Mais tout en reconnaissant que, par exemple, pour les raisons religieuses, par exemple, la religion musulmane qui accepte la polygamie, il n'y a pas de raison à ce que ceux qui pratiquent ces religions ne puissent pas pratiquer la polygamie. Il y a aussi une modification dans ce sens que le devoir des parents au jour d'aujourd'hui diffère largement par rapport aux responsabilités de nos parents à notre époque. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir juste de faire un enfant, il faut l'élever, il faut l'envoyer à l'école, il faut l'envoyer dans de bonnes écoles, il faut répondre à ses besoins. Et cela, ce n'est pas tâche facile. Alors, c'est pour cela qu'il faut avoir une famille assez raisonnable. Alors, vous êtes toujours entre 2 avions. Est-ce que cela ne pose pas problème côté familial? Je pense que je suis très chanceux d'avoir été né dans une famille très compréhensive. Depuis l'époque de mon grand-père, mes grands-parents, que j'ai eu la chance de côtoyer et de voir jusqu'à l'âge de 11 ans. Mes parents aussi, qui avaient un esprit très ouvert, très tolérant, qui encourageait leurs enfants à espérer gros, à viser gros et aller au plus loin que possible. Donc, et lorsque je me suis retrouvé à Douala, à Cameroon Airlines, après l'université, je suis tombé à Cameroon Airlines, qui était une compagnie aérienne. Donc, j'étais ouvert, j'avais des ouvertures sur l'international. Et déjà à cette époque, tout en étant sur place, je faisais beaucoup de déplacements à l'international. Et maintenant, quand je suis allé à l'université de Harvard, mon objectif pour faire le droit, c'était de pratiquer, d'aller dans un cabinet d'avocats. Et on se disait à mon épouse et moi que ça me permettra d'être beaucoup plus sédentaire et de ne pas avoir à voyager tout le temps. Oui. Mais voilà que je sors de l'université de Harvard, je sors de l'université de Boston et la guerre froide est en train d'arriver à sa fin, le bloc soviétique est en train de s'écrouler, il y a un dynamisme démocratique sur le continent africain et cette organisation me demande de les accompagner dans leur travail sur le continent. Et je me retrouve encore dans un poste où les déplacements sont presque obligatoires et je me suis dit, quelque part, il ne faut pas forcer le destin. Si c'est ça mon destin, je vais l'accomplir et je vais rester fidèle à celle-là. L'essentiel est que tout soit bien dans la famille. Tout à fait. Et je reçois beaucoup de soutien de la part de ma famille, mon épouse et mes enfants, comme la grande famille au sens africain. Oh, effectivement. Tout à fait. Alors, vous êtes également Sufo, à Photo, à Tchang précisément. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cela. Est-ce que cette amitié est encore existante? Je précise que ça veut dire l'ami du chef. Oui, l'ami du grand chef. J'ai été très honoré par cette distinction honorifique, bien sûr, qui m'a été offerte par le chef supérieur de Photo, pas celui-ci, mais son père. Oui. Oui, parce qu'à l'époque, celui-ci était témoin
d'ailleurs. Il était adjoint préfectoral dans l'Adamawa et son papa l'avait fait venir au palais. Et comme les chefs ont leur façon de communiquer, j'ai pensé par la suite, ou bien j'ai su par la suite, qu'il voulait que son fils soit témoin de cette cérémonie traditionnelle. Donc j'ai été très honoré par cette distinction. Et chaque fois que je suis dans la mémoire, je n'oublie pas de rappeler aux gens que je suis sous-fort. Ouais. Et juste par coïncidence aussi, il faut reconnaître que j'ai reçu un titre honorifique aussi à Kumba, dans le département de la Mémé, dans le sud-ouest. J'en ai reçu aussi en 2015. Dans l'extrême nord, dans le village de Makalengai, dans l'arrondissement de Tokumberi. Donc, quelque part... Ici à Douala aussi par les femmes Sawa de Bonendale. De Bonendale, justement. Voilà. Et ça, c'était d'ailleurs la première reconnaissance, récompense honorifique. Ce qui me permet de voir effectivement à quel point je suis rattaché ou je dois rester rattaché à mes racines et de me sentir vraiment très béni par le fait que partout où je passe sur le territoire national, les gens apprécient ce que je fais, ils trouvent aussi moyen de m'encourager à faire davantage et de rester rattaché à la source et à mes racines. Alors, Dr. Fumigno est en vacances ou il est juste de passage au Cameroun? J'étais à côté au Nigeria. J'ai passé 10 jours au Nigeria dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale, parce que vous savez que le Nigeria organise des élections présidentielles en 2019 et notre structure va déployer des observateurs internationaux et selon la méthodologie retenue pour ce genre d'exercice, il faut faire plusieurs missions préélectorale, plusieurs missions d'évaluation sur le terrain avant le jour du scrutin. Donc c'est dans ce cadre que je me trouvais au Nigeria et étant si près, comme toujours d'ailleurs, je ne pouvais pas manquer l'opportunité de toucher le sol. Et voilà, de passer par le pays. C'est bien d'être attaché à ses racines. Tout à fait. Alors vous êtes également passionné de football. Vous êtes d'ailleurs fan des Lions indomptables. Et l'année dernière, vous avez soutenu un club du Nord-Ouest, PWD de Bamenda. Ce club-là, la saison prochaine, évoluera en Elite One. Avez-vous des attentes pour ce club et aussi à vos heures perdues? Est-ce que vous pratiquez le football? Vous savez, à mon âge, ce n'est plus facile de pratiquer. On peut encourager les jeunes, on peut les motiver, on peut accompagner les enfants à jouer au football. Mais mon histoire avec PWD Bamenda date de plusieurs décennies. Déjà, quand j'étais à l'université de Yaoundé, j'étais président du club de fans de PWD Bamenda. J'ai accompagné l'équipe jouer dans plusieurs villes. À l'époque de la province du Centre, on est allé à Nangaï Boko, à Bafia, parce qu'il y avait Bafia Club à l'époque, il y avait Mbamayo Club à l'époque, il y avait une équipe aussi de Nangaï Boko, en plus des équipes de Yaoundé, bien sûr. Donc, pendant une certaine période, j'étais un peu détaché de l'équipe, mais depuis ces dernières années, surtout qu'ils m'ont honoré avec un maillot particulier, je suis revenu à mes racines aussi. Et maintenant, je crois que je vais devoir pouvoir accompagner l'équipe dans ces expéditions sportives. Docteur, il y a des clubs, des vétérans. Donc, même à votre âge, vous pouvez quand même jouer au football avec des gens de votre âge. Ce ne sera pas trop violent. Merci. Alors, la Fondation Fumigno, dont vous êtes le fondateur, œuvre beaucoup pour l'éducation. Voilà, depuis environ, disons, 2 ans, les enfants dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne vont pas à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour rattraper cette situation-là ou alors on ne peut plus rien? Non, je suis très peiné par la situation que vivent les enfants dans cette zone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je suis d'autant plus peiné qu'avant même le début de la crise, j'avais sillonné beaucoup de régions dans le pays pour encourager les jeunes à aller à l'école. Je suis allé dans l'extrême nord au moment où la crise Boko Haram était encore très fort. Je suis allé dans l'extrême nord, dans l'Adamawa. Je suis allé même dans les villages de Moyeolo, qui est tout près de la frontière avec le Nigeria, dans le nord, pour encourager les enfants à aller à l'école.
pour faire les dons de livres et parler de l'importance de l'éducation, en me disant que les enfants, en voyant que l'un de leurs est parti d'un petit village comme Gouzan, jusqu'à là où je me trouve, ça pouvait servir d'exemple et de source d'inspiration. Donc, de nature, je suis attaché à l'éducation. Oui. Et je suis très peiné de constater que depuis 2 ans, à cause de la crise actuelle, les enfants ne vont pas à l'école. Et je me dis qu'effectivement, dans ce contexte aussi, c'est très difficile pour la Fondation de pouvoir s'impliquer réellement sur le terrain, pour diverses raisons, les raisons de sécurité et entre autres. Donc, le moment venu, lorsque la crise sera résolue, il va falloir que la Fondation passe à la vitesse supérieure pour voir avec les enfants, avec les parents, comment rattraper ce loupé dans le curriculum scolaire. Alors, comment résoudre donc cette crise-là, puisque vous dites que en attendant la résolution de cette crise, selon vous, comment faire pour résoudre cette crise? Et déjà, si vous pouvez nous donner votre avis sur son évolution, ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, lorsque la crise s'est déclenchée en 2016, en octobre 2016, je crois la dernière semaine d'octobre, c'était le 21 octobre 2016, lorsque les avocats ont été bastonnés à Boya. On a vu les images des avocats traîner dans la boue. On a vu les enfants à l'université de Boya qui ont été tabassés, les enfants qui criaient non à la violence, mais qui ont été tabassés sur leur campus. Je me trouvais au Cap Verde en mission pour le NDI lorsque j'ai vu les images qui étaient projetées à la télévision. Et j'étais très révolté. Parce que c'était du jamais vu, surtout à l'ère du 21e siècle. Et j'ai sorti une déclaration, 48 heures après, j'ai sorti une déclaration pour porter ma contribution en demandant à ce que les gens se calment, en reconnaissant le droit à la manifestation, à des manifestations, le droit civique des citoyens pour manifester, et en demandant aussi aux forces de l'ordre de ne pas brutaliser les gens qui manifestent de façon paisible. Et dans cette déclaration qui a été beaucoup relayée par la presse nationale, j'avais aussi évoqué une proposition concrète pour que le président de la République s'adresse à la nation pour rassurer les uns et pour calmer les esprits. Parce que je voyais la tonalité du débat autour de cette manifestation et je me disais, connaissant effectivement le pays, le paysage social et politique dans le pays, que ça pouvait déraper. Effectivement, quand je suis revenu à Noël, en 2016, il y en a qui ont apprécié ces déclarations. Il y en a d'autres qui ont dit, mais pourquoi est-ce que le président de la République devait intervenir? J'ai dit non. Quand on demande à ce que le président de la République intervienne, ce n'est pas parce qu'on veut qu'il fasse un discours à 20 h sur la télévision nationale. Il peut intervenir par un communiqué de la présidence. Il peut intervenir par une interview qui fait référence à cette situation pour rassurer. Parce qu'effectivement, je ressentais le début d'une crise qui pouvait perdurer. Et selon vous, c'est une crise nationale? Selon moi, c'est une crise nationale qui a même débordé le cadre national. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette crise anglophone s'est internationalisée. Il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait une déclaration, soit d'une organisation internationale, soit d'un gouvernement d'un pays ami, soit dans la presse internationale. Et aujourd'hui, 2 ans après, je suis vraiment navré, je suis meurtri de voir l'impact négatif de cette crise sur la vie humaine dans notre pays. Et je suis vraiment meurtri parce que je vois des centaines de civils qui ont été tués. Au dernier chiffre, selon les chiffres officiels que j'ai vus, il y a eu près de 110 personnels en uniforme, donc militaires, gendarmes et policiers, qui ont perdu leur vie. Il y a des centaines de civils qui ont été tués. Il y a des villages qui ont été rasés. Oui. Il y a des gens qui vivent dans la forêt. Il y a des enfants qui sont nés dans les forêts, dans des conditions qu'on peut imaginer. Il y a des vieux qui avaient fui les villages, qui sont en train de mourir dans les forêts, dont on n'a même pas les statistiques, dont on n'a même pas les données, sans compter les déplacés internes, dont certains se sont réfugiés dans d'autres régions du pays, sans compter les 40 000. On parle de 200 000 déplacés internes à peu près, oui. Et 40 000 qui sont réfugiés dans le pays, au Nigeria. Et tout ça, ça fait tellement mal pour quelqu'un qui avait vu la crise venir et
quelqu'un qui, au début, avait fait des suggestions, quelqu'un qui, au début, avait appelé au dialogue, quelqu'un qui, au début, avait voulu donner une dimension démographique par rapport à la démocratie, à la bonne gouvernance, pour que ça puisse être une crise plus facile à gérer, et qui, au jour d'aujourd'hui, parce que aucun de ces conseils n'a été retenu, se voir le pays placé dans la situation dans laquelle nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui. Comment ramener les différentes parties sur la table des négociations, sachant surtout que de l'autre côté, les groupes, il y a des groupes de bandits déjà qui sont mélangés, si je peux dire comme ça, aux séparatistes. Comment finalement ramener toutes ces personnes-là sur la table des négociations? Vous savez, on ne peut pas travestir le ressenti. Lorsqu'une frange importante de la population se sent méprisée, se sent marginalisée et se sent qu'elle n'est pas écoutée, la première des choses, et l'urgence d'ailleurs, c'est de créer des conditions dans lesquelles tout un chacun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, peut s'identifier. Parce que le sentiment d'appartenance, c'est ça la gage de l'unité nationale. Alors si les gens ne se sentent pas concernés par ce qui se passe, il faut trouver moyen de les ramener à la maison. Et cela passe par une fraternité ouverte et sincère, qui malheureusement, à mon sens, ne cadre pas avec une guerre fratricide. Parce que chaque jour qui passe, on voit les Camerounais, les compatriotes en train de s'entretuer. Et on peut rester dans les bureaux filtrés, on peut signer toutes sortes de décrets, on peut sortir toutes sortes de communiqués, mais cela n'empêche qu'au jour où nous parlons, les Camerounais sont en train de s'entretuer. Il ne se passe plus un jour sans qu'on enregistre un décès d'homme, tué par une balle tirée par un autre Camerounais, qu'il soit en uniforme ou de la part des séparatistes. Nous ne pouvons plus rester vraiment muets, nous ne pouvons plus rester, nous ne pouvons plus rester calmement dans nos bureaux comme si le pays n'est pas dans une crise véritable. Il faudra beaucoup de sincérité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement donc? Sincérité, dans quoi? Dans les actions, dans les gestes, dans les paroles? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement maintenant pour ramener la paix? Vous savez, le vivre ensemble, ce n'est pas un slogan. Le vivre ensemble se matérialise par les actes que nous posons au quotidien, par des paroles que nous posons au quotidien. On ne peut pas, par exemple, vouloir ramener les gens à la maison et en même temps donner des instructions ou des ordres, parce que c'est des ordres écrits pour déployer les troupes sur le terrain, des ordres qui vont dans le sens de faire fuir encore d'autres populations. Mais c'est une contradiction. Je crois que chacun devrait faire son auto-examination pour voir si jusqu'à présent, le rôle qui lui a été confié et le rôle qu'il a joué va dans le sens, est parti dans le sens de ramener la paix et le calme au Cameroun. Et je crois qu'après cette auto-examination, il faut créer un cadre propice pour permettre à tous les Camerounais de bonne volonté de pouvoir faire leurs suggestions. Je ne pourrais pas, en restant ici, vous donner une feuille de route avec 10 points. Parce que tout de suite, dans les heures qui suivent, les 10 points seront attaqués par des gens qui ne connaissent même pas le dossier, qui ne maîtrisent même pas le dossier. C'est pour cela qu'on insiste sur la nécessité d'organiser un dialogue national, je dirais même une concertation nationale. Mais les commissions sont descendues sur le terrain. La commission Moussonga est arrêtée. Non, je crois qu'il faut être... Oui, la commission Moussonga était sur le terrain, donc ils sont allés prendre le pouls et des propositions. Une commission, j'apprécie ce que la commission Moussonga et les membres de cette commission ont fait sur le terrain. Mais une commission créée pour favoriser le bilinguisme n'est pas le véhicule approprié pour rassembler les doléances des populations dont certains ont pris les armes au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas le travail de la commission Moussonga. Lisez encore la loi portant création de cette commission. Si la commission est allée au-delà de ses fonctions pour amener certaines grèves, pour les porter à la connaissance du grand public et des autorités, c'est à applaudir. Mais ce n'est pas son rôle.
Parce que si aujourd'hui, j'ai des propositions de sortie de crise, à qui est-ce que je vais les remettre? Il faut donc créer un cadre propice pour que tous les Camerounais de bonne volonté, quel que soit leur bord politique, qui ont des propositions de sortie de la crise, puissent se sentir à l'aise de porter ces propositions, sachant que ça sera intégré dans une réflexion nationale, dépassionnée, par des gens qui ont une certaine expertise, qui peuvent ensemble trouver la voie de sortie. Parce que, à mon sens, les décrets, les ordres qui viennent des autorités ne suffisent plus. Parce que dans beaucoup de ces villages, ces autorités n'ont plus de légitimité dans les yeux des populations. Donc il faut se rendre à l'évidence que le pays traverse une crise importante, une crise sévère, avec les morts d'hommes au quotidien, et qu'il va falloir prendre des mesures extraordinaires pour ramener les gens sur une table de discussion, de concertation, qui pourra nous aider à trouver une feuille de route pour une sortie de crise. Vous pouvez peut-être envoyer vos suggestions au ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui s'occupe du territoire. Soyons quand même sincères et avec beaucoup d'humilité. Vous ne pouvez pas demander à un ministre qui, au moment du déclenchement de la crise, a dit sur la place publique qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Ça ne fait pas longtemps, il y a de cela quelques mois, a dit que le président de la République était vraiment généreux par rapport aux anglophones. Le fait de le nommer ministre voudrait dire que les anglophones n'ont pas de problème. Vous ne pouvez pas en même temps confier la responsabilité de ramener les gens à la maison à une telle personnalité qui fait déjà l'objet de beaucoup de controverses dans le milieu anglophone. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se moquer des gens. Et cette affaire dépasse largement le cadre d'un ministre. Ça dépasse même le cadre d'un seul gouvernement. Ça déborde. Et le risque est grand à ce que ça continue à se dégrader. Parce que lorsque j'ai vu la liste des militaires et des hommes en tenue, donc militaires, gendarmes et policiers, qui ont perdu la vie à cause de cette crise, je me suis rendu compte, en lisant les noms, qu'aucune région de ce pays n'a été épargnée. Donc ça voudrait dire que dans chacune des 10 régions de ce pays, il y a des gens, des familles qui ont enterré les enfants à cause de cette crise. Il y a des enfants qui ont vu papa s'habiller en uniforme le matin, mais qui, depuis lors, n'ont plus revu leurs parents. Qu'est-ce qu'on va aller dire à ces orphelins? Ça dépasse largement le cadre d'un seul ministre. Je m'excuse, ça dépasse le cadre du seul gouvernement. Il faut que les Camerounais se réunissent et trouvent moyen de sortir une feuille de route qui va rassembler. Et ça déborde même sur l'international. Il ne se passe plus jamais un jour sans qu'on en résiste. Au jour d'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont éparpillés un peu partout. Je reçois des correspondances, des jeunes qui sont dans la Méditerranée en train d'aller au Moyen-Orient. On a enregistré la semaine dernière une jeune fille qui, en fuyant la crise, s'est retrouvée au Panama et qui a noyé parce qu'elle voulait traverser la frontière pour aller à Ecuador pour chercher l'asile politique. Les histoires comme ça se rencontrent par centaines. Dans la crise, il faut que chacun prenne un peu de recul et mesure l'ampleur de cette crise et qu'on réfléchisse ensemble, trouver moyen de créer un cadre pour qu'on réfléchisse ensemble quant à la sortie. Sinon, on risque de se retrouver dans une situation encore plus grave et ça va nous prendre des décennies pour soigner les cœurs. Parce que même si on a arrêté à tirer au jour d'aujourd'hui, il va falloir beaucoup de travail pour ramener la convivialité entre Camerounais et entre concitoyens. Quelles sont donc les personnes qu'on doit mettre en avant pour avoir des solutions ou alors pour créer le cadre de concertation? Quelles sont des personnes que tout le monde va accepter, c'est-à-dire que beaucoup plus les séparatistes vont accepter pour recréer le cadre de concertation tendant vers la sortie de la crise? Moi, je pense qu'il faut situer ce qu'ils peuvent réclamer dans le contexte de l'évolution de cette crise. Nous avons tous été là au départ. Ceux qui se sont plaints au départ, c'était ce qu'on peut appeler en jargon ordinaire les longs crayons. Les enseignants et les avocats. Donc les gens qui savent écrire et qui avaient écrit leurs pétitions, leurs revendications et qui avaient adressé ces revendications aux autorités compétentes.
Donc c'était des personnes, des personnalités qui agissaient en toute légalité. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Les autres ont vu que ceux-là se sont retrouvés, pour certains, à Kondengui, et d'autres ont pris fuite. Donc ils se sont dit, mais donc, dans ce pays, on ne peut plus écrire une pétition au gouvernement par rapport à la façon dont on est gouverné. On a vu Mancho BBC, le journaliste. Lorsque Mancho BBC a organisé une manifestation à Bamenda, c'était pour appeler à une amélioration des conditions de vie dans la ville de Bamenda. Il appelait à l'aménagement de la ville. Il demandait des routes, l'eau, l'électricité. C'est ce que Mancho BBC demandait. Mais lorsque les gens ont vu qu'ils s'est retrouvés à Kondengui, ils ont dit, mais tiens, on n'a plus le droit de parole dans ce pays. Donc c'était enfui dans la brousse, d'autres sont allés ailleurs, et la nature des revendications a évolué. La nature même de leur comportement a évolué. Lorsque les Sissiko Ayuk Tabe ont émergé dans leur groupe, mais c'était aussi des longs crayons. Des messieurs qui portaient des cravates, costumes, qui allaient d'un pays à l'autre pour parler de la question anglophone. Mais lorsque on a eu l'opportunité de leur parler, au lieu de créer des conditions qui devraient commencer, ne serait que le début des échanges, on les a emballés dans les conditions que nous connaissons pour venir à Yaoundé. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a radicalisé les jeunes qui étaient sur le terrain, et on a enregistré beaucoup plus de morts depuis les arrestations de Ayuk Tabe et consorts, parce que les jeunes se sont radicalisés. Et on a vu même parmi ces jeunes qui se sont radicalisés, au début, ils faisaient des trucs en cachette. On ne voyait pas les images de ces enfants-là. Mais aujourd'hui, ils ont le courage de faire véhiculer toutes sortes d'images sur les réseaux sociaux. On les voit. On voit maintenant les jeunes, les garçons comme les filles, qui adhèrent, qui sortent sur la place publique, qui disent « Nous sommes là, venez nous abattre ». Et nous pensons qu'on peut rester les bras croisés, signer des décrets, envoyer les Moussongués sur le terrain et penser que ce problème sera résolu. J'en doute. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que le camp d'en face a brandi la séparation, la scission, qu'il y a eu un mur? Non, mais vous savez, ces enfants n'ont pas fait l'ENAM. Ils n'ont pas fait la rédaction administrative. Donc on ne peut pas, lorsqu'on gouverne un pays, c'est un mélange de tout le monde. Il y en a qui connaissent écrire des revendications, il y en a qui manifestent, il y en a qui verbalisent leurs revendications. Donc c'est à vous, en tant que président de la République, d'intégrer toutes ces informations que vous recevez et de voir comment répartir envers les populations avec une solution à laquelle cette population peut adhérer. Donc ce n'est pas parce que ils ont dit sécession que tout de suite, on dit ce sont des ennemis, on va tirer sur eux avec les armes de guerre, et on pense, mais quelle sera la finalité politique de cette démarche? Donc on aurait la paix lorsqu'on aura éliminé par la force tous les sécessionnistes? Non. Mais soyons réalistes, on confie même à nos forces armées une mission qui n'est pas bien définie sur le plan politique. Quelle est la finalité de la mission qu'on confie aux forces de défense et de sécurité au jour d'aujourd'hui? D'aller sur le terrain et de tuer ou de se faire tuer. Et ça les met dans une position inconfortable, incompréhensible. Donc je pense qu'il faut revoir même toute cette stratégie et l'approche et trouver moyen à ce qu'il y ait une concertation nationale pour qu'on mette fin à cette tuerie. C'est impossible. Parce que ça, quelque part, ça dégrade même notre humanisme. Quel que soit le côté où on se trouve dans ce débat. Chaque jour qu'un Camerounais meurt, aujourd'hui, les gens n'ont même plus peur de voir les images des cadavres. Ça veut dire que quelque part, nous sommes de façon collective. Les 24 millions de Camerounais sont en train d'être déshumanisés par cette crise. Il faut qu'on mette fin à cela. Alors, est-ce que le plan d'urgence, d'assistance humanitaire d'urgence n'est pas quand même une main tendue déjà pour la reconstruction et pour amener tout le monde à la maison? Vous savez, je suis dans l'humanitaire. Et ce que les gens, certains oublient, mais les gens qui sont dans ce secteur savent que l'humanitaire, ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question matérielle. L'humanitaire, c'est d'abord une question de cœur. Vous pouvez avoir tous les millions que vous avez.
vous pouvez les donner aux gens. Mais si vous ne le faites pas avec votre cœur, les gens, ils peuvent ne pas l'accepter. Ils peuvent prendre votre argent et ne pas reconnaître ce geste. Donc, la compassion d'abord. Et c'est cette compassion qui nous a manqué jusqu'à présent, qui a donné l'impression à certains anglophones qu'il n'y a pas de compassion de la part des autorités par rapport à leur sort. Vous savez, quand cette crise a commencé dans une de mes interviews, j'ai applaudi les interventions du gouverneur du Nord-Ouest. Parce qu'à l'époque, en 2016, je le voyais descendre sur le terrain pour dialoguer avec les gens, pour essayer de leur convaincre. Et c'était une démarche qu'il pouvait porter. À l'époque, il n'y avait pas encore de tueries. Maintenant, tout ça, la donne a changé. Mais c'est pour dire qu'il ne suffit pas de créer une commission humanitaire d'urgence, plan humanitaire d'urgence, de faire prélever quelques milliards et de penser que le problème sera résolu. Ça peut ne pas être résolu parce que les gens veulent ressentir cette compassion qui vient avec. Et d'ailleurs, je suis chrétien. Même la Bible dit que lorsque vous donnez avec la main droite, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui se mettent sur la tribune. J'ai donné ça à la crise anglophone. Certains qui n'ont jamais prononcé un mot de compassion depuis que cette crise a commencé. Et vous pensez que les gens vont accepter cela? Et comment est-ce que vous allez même débloquer cet argent sur le terrain? J'ai entendu les gens dire qu'ils vont envoyer une équipe rencontrer les réfugiés au Nigeria. Dans quelles conditions? Le dernier contact que ces réfugiés dans leur communauté, de façon collective, ont eu avec l'État camerounais, c'est lorsque les gens sont allés récupérer les Ayoub Tabé et autres. Donc, imaginez un peu le discours qui se tient dans ces camps de réfugiés. Imaginez un peu la pensée des gens qui vivent dans ces conditions. Imaginez un peu les familles qui sont dispersées, dont les femmes, les mamans ne retrouvent même pas tous leurs enfants. Et que subitement, ils reçoivent une délégation venue de Yaoundé pour leur donner l'argent que les gens ont cotisé. Et parfois même, ce n'est pas les gros donateurs. On ne sent pas. Est-ce que le bas peuple se sent concerné par ce plan d'urgence? Non. Mais la convivialité, c'est d'abord entre concitoyens. Docteur, il y a quand même des étudiants qui participent à ce plan d'assistance. Je les encourage. Il faut bien un début à tout. Peut-être que ce plan, c'est un début. Peut-être que c'est un début, je les encourage. Je ne suis pas contre le plan, mais je dis que vraiment... je pense qu'il y a un problème de conception dès le départ. Parce que, vous savez, même quand on avait déclaré la guerre, je dis une chose que j'ai retenue de mon grand-père, qui est décédé en 1967, il me disait toujours, il ne faut jamais prendre le marteau pour chasser quoi que ce soit sur une table en glace, en verre. Parce que vous risquez de casser la table. Le verre, oui. Ouais. Et lorsque le verre est cassé, ça demande, en fait, c'est pratiquement impossible. Il n'y a plus rien à rattraper. Il n'y a plus rien à remettre. Donc, je pense que dès le départ, la conception même de l'approche, la conception même de la stratégie d'approche à la résolution de cette crise, à la gestion même de cette crise, avant qu'elle n'arrive à l'étape où on se trouve, ça a été très mal conçu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences. Et si on ne se rattrape pas très vite, les conséquences seront encore beaucoup plus lourdes. Donc il faut chercher un cadre de concertation. Il faut chercher absolument un cadre de concertation. Il faut d'abord arrêter les tueries. Il faut les arrêter tout de suite. Parce que chaque jour qui passe, c'est une blessure qui est approfondie. Il faut arrêter les tueries. Mais qui doit arrêter les tueries? Les deux camps? Non, mais vous savez, pour moi, c'est une question simple. Parce qu'en tant que père de famille, si j'arrive à la maison et que je trouve mon fils aîné en train de bastonner sa petite soeur ou son petit frère, je vais d'abord arrêter l'aîné. Je vais dire, mais ne tape pas sur ton petit frère. Maintenant, je vais les asseoir pour demander, mais qui a commencé et tout ça, on peut résoudre ça sur l'arbre de palabre. Vous trouvez votre épouse en train de battre votre fille, vous arrêtez d'abord votre épouse. C'est normal, ne tapez pas sur l'enfant. Et puis après, vous verrez si l'enfant a été têtu, si l'enfant a fait quelque chose de mauvais. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que vous savez, au mois de mai, j'étais au village, au mois de mai. J'ai vécu tout le temps, 3 semaines au village. Et j'ai compris, j'ai constaté que chaque fois qu'il n'y a pas de déploiement sur le terrain,
des forces de défense et de sécurité, il n'y a pas d'incident. Mais chaque fois que les forces se déplacent sur le terrain, soit ils sont attaqués, soit eux aussi ils ripostent. Et il y a des morts. Ils sont peut-être là juste pour la sécurité. Mais on peut trouver d'autres moyens d'instaurer la sécurité. Ça peut même s'instaurer par des gestes qui ne sont pas des gestes qui demandent l'utilisation de la force, des gestes kinétiques. Il y a plusieurs manières d'assurer la sécurité. On a déjà dépassé l'étape où, en fait, l'époque où chaque question sécuritaire devait se résoudre par les armes. Et même les stratèges militaires vous diront, les généraux vous diront, ce qu'ils apprennent dans les écoles de guerre, que parfois la stratégie militaire la plus réussie, c'est celle qui réussit son objectif sans la mort d'homme. Sans tuer. Oui. Sans tuer. C'est pour cela que, par exemple, lorsque vous parlez de l'armée américaine, les généraux comme le général Wesley Clark, qui a conduit l'opération au Kosovo, dans l'ancienne Yougoslavie, mais il a applaudi parce que cette opération s'est passée du début jusqu'à la fin sans qu'il y ait une perte d'hommes. Mais lorsque, aujourd'hui, on voit des centaines de Camerounais qui meurent dans une guerre fratricide, il y a de quoi prendre un peu de recul et s'interroger sur la stratégie qu'on a adoptée au départ. Est-elle bonne ou mauvaise? Est-elle bonne ou mauvaise? Et il ne faudra pas la corriger. Nous sommes des êtres humains. On peut se tromper. On peut avoir des données, des informations, des renseignements qui faussent un peu l'approche de la problématique. Et rien ne nous empêche de revoir et de corriger et de prendre une autre approche qui aboutisse. D'accord. Alors, vous êtes également expert des questions électorales. Oui. Nous sommes en période électorale, nous sommes en année électorale. Dans quelques mois, on ira aux urnes et le pays est secoué par cette crise-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis très embarrassé. Parce que, avant même que cette crise ne se déclenche, il y avait déjà une crise dans l'extrême nord avec Boko Haram. Et je reviens du Nigeria, comme je viens de vous le dire. Boko Haram n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La semaine dernière, ils ont attaqué une base militaire dans l'état de Yobe, au nord-est du Nigeria. Une base militaire qui avait 800 soldats. Et Boko Haram a réussi à récupérer cette base militaire. Ils ont tendu une embuscade à Maiduguri, dans le Borno. Et ils ont tué une trentaine de soldats nigériens. Ils ont attaqué N'Djamena, ça ne fait pas quelques jours, au Tchad. Donc, Boko Haram, la menace Boko Haram n'est pas complètement éliminée. Et vous verrez sur certains cadres, même des partenaires qui avisent leurs citoyens, de ne pas aller dans la zone du Grand Nord. Il y a quelques jours encore, c'était l'Angleterre. Tout à fait. Donc, pour eux, les 3 régions du Grand Nord sont cataloguées comme une zone jaune, où il ne faut pas y aller, il ne faut pas y hasarder. En plus, nous avons ce que nous connaissons à la frontière avec la SCA. Bon, l'autre jour, les gens de Bertois sont même sortis pour une manifestation normale. Heureusement que ça n'a pas tourné à un bain de sang. Mais ça voudrait dire que de ce côté-là, ce n'est pas encore la calmie. Et voilà que maintenant, en plus de ces 2 crises, vient s'ajouter la crise anglophone dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous pensons réellement, nous pensons que dans ces conditions, on peut aller aux élections compétitives et avoir un scrutin crédible avec la participation inclusive de tous les citoyens à l'âge de voter et qui seraient aptes à aller participer au scrutin. J'en doute. 2 mois et demi, c'est très peu. Mais je ne voudrais pas. Peut-être que, comme je n'ai pas des informations par rapport aux préparatifs de l'ECAM et des structures appelées à appuyer le processus électoral, peut-être qu'ils ont une formule magique. Mais d'après mon expérience, d'après mon expertise en la matière, je suis dubitatif quant à la possibilité d'organiser un scrutin sérieux et serein, crédible dans notre pays dans les 8 semaines qui nous restent. Donc, il faut d'abord résoudre la crise. Il faut résoudre cette crise. Et je n'ai cessé de le dire tout au long de l'année dernière, qu'attention, nous allons
tomber en 2018 dans une année électorale. Et on ne pourra pas aller aux élections avec cette crise. Parce que je vous dis, sincèrement, nous avons en matière électorale, nous avons 4 éléments qui déterminent la qualité d'une élection. D'abord, c'est le personnel électoral. Donc, tout ce qui tourne autour des agents, les agents électoraux, les scrutateurs, donc les agents électoraux, ceux qui vont administrer le scrutin, même les agents de sécurité qui devraient être déployés sur le terrain pour rassurer la sécurité électorale autour du processus. Nous avons par la suite la logistique. Nous avons par la suite le cadre électoral, donc la loi électorale, la structure ELECAM et ainsi de suite, et puis l'environnement politique. Est-ce que sur ces 4 éléments, quelqu'un peut me dire au jour d'aujourd'hui, avec toute sincérité, qu'il est possible de réaliser ces 4 éléments de façon positive dans la zone anglophone? Ce n'est pas évident. Et si on ne déploie pas les agents électoraux dans ces zones-là, et qu'on ne réussit pas à organiser des élections propres dans ces zones-là, quel serait l'impact sur l'unité que nous voulons conserver à tout prix? Et rassurez-vous, la presse nationale comme internationale va se focaliser non pas sur ce qui va se passer à Douala ou à Yaoundé, ils vont aller dans ces zones-là pour voir comment les gens participent au scrutin. Les observateurs qui viendront iront dans ces zones-là pour voir. Vous avez vécu comme moi le dernier scrutin sénatorial. Oui. Et nous avons tous connu les difficultés, nous avons plus entendu les difficultés rencontrées par ELECAM à organiser les élections sénatoriales, qui sont des élections indirectes dans certaines circonscriptions. Il a fallu transporter les gens par hélicoptère, les conseillers municipaux par hélicoptère, pour aller d'un département du sud-ouest, donc les Bialem, pour la Ménois dans l'ouest. Est-ce qu'on va pouvoir faire cela pour une élection présidentielle? Et si ces gens, qui pour la plupart ne s'étaient pas inscrits à cause de la crise qui a duré quand même 2 ans, ne participent pas au vote, est-ce qu'on ne serait pas là en train de céder à l'une des argumentations de ceux qui veulent que le pays soit séparé? Parce qu'ils vous diront, ah oui, voilà, ils ont organisé leurs élections dans les 8 régions, ils n'ont pas pensé à vous, donc vous n'appartenez pas. Ce serait un argument facile. Mais en ce moment, est-ce qu'on peut donc repousser l'élection présidentielle sans toucher la Constitution, sachant que vous êtes contre cela, vous ne supportez pas qu'on retouche la Constitution? En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Les élections sont déjà là. On ne peut pas repousser. Oui, je pense que les gens doivent assumer leurs responsabilités. Vous savez, au début de cette crise, certains comme moi qui parlaient du dialogue, les gens ne voulaient pas les écouter. Par contre, ils écoutaient les gens qui parlaient d'envoyer la force pour mater ces gens. Oui, c'est un débat, un discours qui a été tenu par certains, et on a eu l'impression par la suite que ceux-là ont été écoutés. Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, parce qu'ils seront jugés par les Camerounais et ils sont jugés par l'histoire. Il faut qu'ils assument. Parce qu'ils savaient que la crise perdurait, ils savaient qu'il y avait des délais, et ils auraient pu prendre des dispositions pour échapper à cette situation où on se trouve et on se sent obligé. Et par ailleurs, la Constitution, il faut la respecter. Oui, et on a vu comment la Constitution a été retouchée lorsque ça devait être bénéfique à certains individus. Ils n'ont pas hésité à toucher à la Constitution. Ils n'ont pas hésité à toucher à la loi électorale lorsqu'il fallait viser pour que ce ne soit que les partis ayant des élus qui puissent présenter des candidats à l'élection présidentielle. Donc ça voudrait dire que quelque part, lorsque ça les arrange, ils trouvent l'absus pour pouvoir retoucher à la Constitution. Mais lorsque ça peut leur servir, ils disent mais on est coincé parce que c'est prévu par la Constitution. Et par ailleurs, nous avons vu il y a de cela quelques mois, quelques semaines, la prolongation des mandats des députés et des conseillers municipaux. La loi l'autorise. La loi l'autorise, et je concède, et c'est bien, la Constitution l'autorise. Mais si vous lisez l'article 14 de la Constitution, la première phrase c'est que
en cas de crise grave. Tous les Camerounais aujourd'hui savent que notre pays traverse une crise grave. Les partenaires au développement le savent. Le monde entier sait que le Cameroun traverse une crise grave. Mais dans la lettre de justification des motifs qui a été circulée, que j'ai vu circuler, qui a été envoyée au Sénat et à l'Assemblée, on n'a pas fait mention de la crise grave. On a parlé des conditions techniques, matérielles d'organisation. Ce qui fausse le débat. Parce qu'il y a de cela 5 ans, on savait qu'en 2018, le calendrier électoral était tel qu'on sera obligé d'organiser plusieurs élections à la fois. Mais pourquoi ne pas dire la vérité aux Camerounais? Pourquoi ne pas leur dire qu'à cause de la crise que connaît le pays, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir organiser des élections à ce moment-ci? Les populations vont adhérer parce que tout le monde vit la crise ou bien les conséquences de la crise. Et lorsque vous avez cette adhésion de la population, vous êtes maintenant en mesure de dire aussi pour les présidentielles, voilà les conditions dans lesquelles on se trouve. On va ouvrir une concertation nationale pour gérer cette crise une fois pour le bon. Ça peut durer plus de 2 mois. Et s'il arrive qu'on ne soit pas en mesure d'organiser les présidentielles parce que la concertation est en vue, pourvu que ça nous amène à une sortie élégante de cette crise, les populations vont adhérer. Et ce sera assez simple. Les gens vont adhérer et les partenaires vont nous appuyer. Et le pays va sortir de la crise et prendre le temps nécessaire pour une organisation matérielle adéquate pour qu'on ait les élections sans contestation. Les exemples sont légion, même sur notre continent. Vous avez suivi, par exemple, bon, ça date d'un peu longtemps, mais dans les années 90, il y avait 2 pays, 2 anciennes colonies portugaises qui avaient des difficultés, l'Angola et le Mozambique. Et les 2 pays étaient en guerre. Le Mozambique a pris le temps nécessaire pour trouver un accord avec l'appui de la société civile, l'appui des églises, trouver un accord entre Frélimo, qui était au pouvoir, et Renamo, qui était dans le maquis. Et c'est après cet accord que Renamo est sorti, tout le monde est revenu à la maison, et le Mozambique a pu organiser ses élections. Et depuis lors, le Mozambique renforce son développement économique et politique, avec les alternances paisibles. Mais l'Angola, pendant la même période, s'est précipité dans des élections, dans des conditions d'impréparation terribles. Et lorsque Savimbi a perdu les élections, il est retourné carrément dans le maquis avec ses armes. Et l'Angola a connu 20 ans de plus de guerre. On espère que le Cameroun ne va pas vivre cela. Non, j'espère. Mais c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de traverser pour aller en Europe pour voir des exemples qui marchent. Si les choses marchent dans d'autres pays africains, pourquoi ne pas les appliquer chez nous? Et si on ne les applique pas, si on continue à jouer à la politique d'Autriche, on va se retrouver avec beaucoup de cassures. Et c'est inutile. La perte de vie humaine, c'est inutile. Pour un pays qui, à un moment donné, jouissait du respect de tout le continent africain, c'est inadmissible qu'on se retrouve là où on est aujourd'hui. Alors, cette situation ne présage pas des lendemains meilleurs pour les partis qui vont vouloir se déployer dans ces zones-là. Alors, quel argument pouvez-vous apporter aux partis politiques de l'opposition? Je précise opposition parce que visiblement les séparatistes sont contre ceux qui gouvernent en ce moment. Quel argument pouvez-vous donner aux partis politiques de l'opposition qui vont vouloir aller dans ces zones-là et avoir peut-être des électeurs? Vous savez, ce n'est pas seulement un problème de partis politiques, encore plus de partis de l'opposition. Même le parti au pouvoir aura des difficultés. Parce que les populations vont dire ça fait 2 ans. Ils ne sont même pas déjà acceptés de ce côté-là. C'est pour ça que... Et justement, les populations vont dire ça fait 2 ans qu'on souffre. On ne vous a pas vu. Et maintenant, vous venez demander des suffrages. Alors, vous parlez des partis politiques de l'opposition? Mais maintenant, même pour le... Non, pour le parti au pouvoir. Même pour le parti, les partis d'opposition. Certains leaders de l'opposition se sont fait entendre. D'autres, on ne les a pas entendus. Mais même Krabar Libi, qui est parti à Batibo pour une cérémonie, une visite amicale, il a vécu ce qu'il a vécu. Est-ce que vous allez maintenant lui demander de rentrer sur Batibo, battre campagne?
Ça ne fait pas de sens. Parce que les gens sont dans la forêt, ils sont dans la misère, ils souffrent, ils sont en train d'enterrer le leur. Et vous venez leur parler de campagne? Ce serait très difficile. Et est-ce que Elekam aura le courage d'envoyer les agences électorales à Libialum, à Batibo, à Tombel, à Bangem, mais à Muyuka, à Icona? Mais soyons sérieux et prenons des dispositions à temps, pendant qu'il est encore temps. Parce que dès qu'on tombe dans la période électorale, bon, les gens ne suivent plus de conseils. Et je sens qu'on va droit au mur. Je ne le souhaite pas. Je ferai des miracles pour que cela n'arrive pas. Mais à la lutte, ça risque de ne pas augurer pour un avenir meilleur et paisible pour le pays. Et ce serait dommage. Vous êtes directeur régional pour l'Afrique du National Democratic Institute, le NDI. Parlez-nous un peu de cette institution. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Il s'agit de quoi? Oui, c'est une structure non gouvernementale, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée dans les années 83 dans le but de promouvoir et de soutenir la démocratie à travers le monde. C'est une structure qui a aussi une structure sœur qui s'appelle International Republican Institute. Parfois, nous faisons des programmes conjoints, parfois, on travaille séparément, mais notre travail se fait de façon non partisane. On n'a pas de parti pris. En aucun pays au monde dans lequel le NDI s'est impliqué, nous avons eu à choisir des préférences. Notre intérêt et notre soutien va au processus, c'est focalisé au processus et dans chaque pays, c'est aux citoyens de ces pays-là de déterminer l'issue. On participe en matière de soutien à la société civile, aux partis politiques, la formation par exemple des scrutateurs, on le fait de façon multipartite à tous les partis intéressés, la formation des élus, par exemple parce que les gens sont élus venant de différentes horizons, parfois il faut les orienter sur la procédure législative, on fait ce genre de formation. On travaille aussi dans la promotion de la participation active des femmes et des jeunes en matière politique. Donc, on intervient dans tous les domaines relatifs à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ça fait plus de 30 ans que la structure existe et je suis très fier de la contribution que nous avons portée ici en Afrique comme partout à travers le monde. Et je vous dirais aussi que sur le continent africain, sur tous les 54 pays de notre continent, il y a aucun pays, il y a 2 ou 3 pays dans lesquels le NDI n'a pas eu à intervenir. Sinon, dans les 51 autres pays, le NDI a eu à mener des activités qui ont été très appréciées par les acteurs politiques de la place. Justement, je voulais vous demander quelle appréciation vous faites de la démocratie en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Pour ce qui est de notre continent, vous savez, je suis né à l'époque, bon, je suis né un peu avant les indépendances. Donc 4 ans précisément. Tout à fait. Mais j'ai vécu aussi le monopartisme à l'époque où il y avait le parti unique. J'ai grandi à l'époque où il y avait des régimes militaires un peu partout sur le continent, où porter l'uniforme et faire un coup d'État, c'était acceptable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme la Libye et autres, les partis politiques sont acceptés, que les gens sont en train de créer leurs partis politiques, de créer des plateformes de participation citoyenne en matière de gouvernance, je me dis qu'on a quand même fait du progrès. Quand je vois qu'à l'époque, les élections étaient toujours organisées par le ministère de l'Intérieur dans beaucoup de pays, les commissions électorales indépendantes n'existaient pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pays qui ont fait des avancées, qui ont des commissions électorales vraiment indépendantes. Il y en a d'autres qui sont encore à mi-chemin, qui trébuchent sur quelques principes. Mais de plus en plus, on voit des élections crédibles qui aboutissent à des alternances paisibles. Et lorsqu'il faut citer les démocraties à travers le monde, sur le plan global, on cite beaucoup de pays africains qui sont reconnus internationalement comme des pays démocratiques. Le Ghana, le Botswana, l'Afrique du Sud, et l'île Maurice, il y en a déjà de plus en plus de pays. Et vous allez même en Afrique de l'Ouest, qui est la zone de la CEDEAO. Sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, 14 chefs d'État sur les 15 qui gouvernent en Afrique de l'Ouest n'ont pas fait plus de 2 mandats. Ça, c'est une évolution. Alors que nous autres, on a grandi à l'époque des partis des présidents à vie. Mais en Afrique de l'Ouest, 14 chefs d'État sur les 15 n'ont pas fait plus de 2 mandats.
et adhèrent au principe de renouvellement de la classe politique. Donc, quelque part, je vois que le continent, de façon holistique, a quand même fait du progrès. Mais lorsqu'on se focalise sur des cas pays par pays, on voit qu'il y a encore des pays dans lesquels la démocratie peine à trouver droit de cité. Est-ce qu'on va citer le Cameroun là-dedans? Je crois que nous avons beaucoup d'indicateurs qui pointent au fait que notre démocratie n'est pas encore faite, que notre transition n'est pas encore réussie. Et je vois des exemples palpables, concrets, de tous les jours. Nous avons vécu il y a de cela quelques jours, un ministre de l'Intérieur désigner des porte-parole à l'intérieur des partis politiques de l'opposition. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait pas. Et ce n'est même pas des partis qui menacent le parti au pouvoir. Ça voudrait dire que quelque part, les gens ont encore les habitudes de l'ancienne époque. Il faut créer des espaces pour que la démocratie camerounaise puisse vraiment naître. Mais pour les élections du 7 octobre prochain, on a 27 candidats en lice. Est-ce que ce n'est pas un signe de la démocratie? Nous avons 300 partis politiques. Donc, est-ce que cela voudrait dire que notre démocratie est la plus performante sur le continent? Non. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'indicateurs. Il faut être réaliste. Il faut reconnaître qu'il y a des domaines dans lesquels certaines avancées ont été faites, réalisées, mais que sur le plan de la démocratie au pays, nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés. Je peux les citer parce que certains, je les vis moi-même. Je vois comment fonctionnent les institutions étatiques et je vois comment je fais la comparaison entre ce que nous vivons ici et ce qui se passe dans d'autres pays africains. Alors, lors de la dernière élection présidentielle 2011, ouais. On avait 23 candidats en lice sur 52. Ouais. Alors, cette année, on a 27 avant le toilettage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut justifier? Ça veut dire qu'on aura une éventuelle baisse sur les 23, sur les 27 déjà enregistrés. Ouais. Qu'est-ce qui peut justifier cette baisse-là? Est-ce qu'on n'a plus d'engouement? Vous posez là une très bonne question, parce que ça nous permet de revenir sur la question d'avant, pour démontrer qu'il y a une baisse à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des chiffres des personnes inscrites, des inscrits sur les listes électorales. J'ai vu circuler des chiffres comme quoi, en 2011, on était à plus de 7 millions, et maintenant en 2018, on est plutôt à 6 millions. On a un peu plus de 6 millions. On est un peu plus de 6 millions. Oui. Ça veut dire et le toilettage n'est pas encore terminé. Tout à fait. Donc, ce chiffre devrait encore baisser. Ça veut dire que, contrairement à la démographie qui va grandissante, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui ont l'âge de voter qu'en 2011, on a plutôt un registre électoral qui va s'afficher moindre que la liste qu'on avait en 2011. Par rapport aux candidats, aux candidatures, c'est le même constat. Et je peux dire que dans les conditions que nous connaissons, c'est évident que par rapport aux inscrits qui vont voter, on aura la même baisse. Parce que les gens ont une lecture de l'environnement politique. Ils ont une lecture. Et même si ils ne sont pas dans une position d'autorité étatique, les populations à la base savent que les conditions ne sont pas réunies pour un débat qui devrait être une effervescence de joie. Une élection, ça devait être une effervescence de joie. Nous sommes à 2 mois de scrutin. On devrait voir des meetings, des affiches, des projets de société. C'est comme ça que ça se joue une élection. Alors que là, on a comme l'impression que pour certains, une élection, c'est une activité bureaucratique, c'est une activité administrative, technique, qui se limite à ce que quelqu'un vienne jeter le bulletin dans l'urne, ou bien qu'un procès-verbal soit lu à la radio et que quelqu'un se déclare gagnant. Bon, on est encore dans le toilettage des candidatures. Et je précise déjà qu'il y a une dizaine déjà de recalés. Et les CAM a déjà recalé une dizaine qui pour défaut des 300 signatures, qui pour défaut de la caution. Oui. Et vous savez, on verra la liste qui va sortir, mais même sur les questions de signature, nous sommes dans un pays où, dans certaines des régions, les gens, les personnalités qui ont qualité pour donner la signature n'atteignent même pas les 30.
Mais la loi dit qu'il faut obtenir 30 signatures. 300. 300. Donc, il faut obtenir 300 avec 30 signatures par région. Donc, d'office, de prime abord, dans la législation, on crée des conditions qui restreignent plutôt la participation citoyenne. Et les gens applaudissent et ils vont avec. Et ils ne sont pas ouverts à des critiques, même des critiques positives, qui vont dans le sens de dire nous pourrons faire mieux. Il y a d'autres façons d'aborder la même question, mais de créer des espaces pour que les citoyens participent. Donc je vous dis qu'à fur et à mesure que les choses vont avancer, les gens ne sont pas bêtes. Ils verront clairement ce que cela représente. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, j'étais obligé de dire aux gens qui m'encourageaient, de dire je ne pourrais pas, dans ces conditions, participer dans ce genre de processus. Et justement, revenons donc plus clairement. Vous n'aimez pas les appels, on vous appelle, vous ne répondez pas. Pourquoi vous ne voulez pas aller à la magistrature suprême? Peut-être que vous serez une voix plus entendue, plus écoutée. Non, vous savez, j'ai un pincement au cœur quant à la réponse que je peux donner à cette question. Parce que j'ai des larmes, je cours des larmes pour ce pays. Je sens que je peux faire beaucoup pour mon pays. À travers ce continent, il y a des présidents de la République, il y a des chefs d'État qui vous diront ce que j'ai fait pour le pays, pour contribuer à la paix, à la démocratie, et qui eux-mêmes sont étonnés que dans mon propre pays, je ne puisse pas porter la même contribution. Mais à l'heure où nous sommes, je ne peux pas, ma conscience ne me permet pas de marcher sur le corps de nos concitoyens en uniforme ou des civils tués pour aller solliciter des suffrages. Pour moi, la priorité à l'heure actuelle, c'est la paix. Il faut ramener la paix et l'unité. D'abord construire la République. Sinon, on peut gagner une élection et ne pas avoir la République à gérer. Pour moi, c'est une priorité. Et dans ces conditions, tant que les autres ne semblaient pas donner la priorité à cette paix, à l'arrêt des tueries, à la sortie de crise, moi je me suis dit, peut-être qu'ils ont leur logique, ils ont leur priorité, on va les laisser gérer leurs priorités, mais personnellement, je ne me verrai pas dans ce jeu. Et d'ailleurs, je n'aime pas la politique spectacle. Je n'irai pas pour une question de faire valoir. J'irai parce que j'ai un projet de société qui peut permettre au Cameroun de faire mieux, 100 fois mieux que ce que nous vivons à l'heure actuelle. Vous parlez de la paix, mais nous sommes en 2018, c'est en 2018 qu'il y a une crise. On vous a appelé en 2004, on vous a appelé en 2011. Peut-être qu'en 2004, j'étais encore trop jeune. Les enfants n'avaient pas encore grandi. En 2011, j'étais là. J'ai même voté à Bonapriso parce que j'avais un appartement là-bas à l'époque. Et puis, ça s'est préparé, effectivement, les tournées que je faisais dans des régions. Donc, je ne peux pas dire que pour 2018, il n'y avait pas une réflexion dans ce sens. Mais dans ces conditions où on se trouve, ce n'est pas quand même moi qui va traverser tout ce corps, le sang camerounais qui coule, pour aller solliciter des suffrages, avec tous les manquements que nous avons discutés, avec une issue qui est prévisible dans les conditions d'organisation actuelles. Alors, demain, les gens vont se dire, mais même vous aussi, M. Faumogneux, vous avez cautionné cela? Je ne saurais répondre. Mais j'ai quand même une certaine réputation. Je suis quand même connu pour avoir exigé dans d'autres pays des conditions meilleures. Je ne pourrais pas venir dans mon propre pays contribuer, soit par complicité ou par passivité, à ce que le pays aille droit au mur avec les conséquences que nous connaissons. Alors le 20 juillet dernier, des partis politiques de l'opposition, 20 au total, ils se font appeler aujourd'hui un peu le G20, ont décidé de se mettre en coalition pour soutenir le candidat du RDPC. Comment comprendre cette opposition-là, qui n'arrive pas à se mettre ensemble contre le candidat du RDPC, mais arrive à le faire pour le soutenir? Je pense que les populations sont en train de les juger. Vous n'avez qu'à visiter les réseaux sociaux, les gens en parlent. Vous savez, chacun de nous est responsable de ses actes, des actes qu'il pose.
et des paroles qui tiennent. Et nous sommes au XXIe siècle. Il y a les images qui restent, il y a les enrichissements qui restent. Les gens sauront faire la différence. Et je laisse aux populations le droit de les juger. Et chacun rendra compte à sa base et aux populations qui, pendant plusieurs années, ont été conduites dans une direction donnée. Le virement, ça a surpris plus d'un. Ça m'a aussi surpris de voir certains noms, mais je laisse les populations décider. Et puis on verra, parce que le Cameroun ne s'arrêtera pas le 7 octobre. Le Cameroun va vivre. Oui, le Cameroun ne s'arrêtera pas, même avec cette génération qui nous gouverne. Le Cameroun va vivre. Et les historiens vont écrire. Ils vont écrire l'histoire de notre pays. Et chacun sera tenu pour responsable pour la partition qu'il aurait jouée dans un sens comme dans l'autre. Alors, chaque fois qu'il y a proclamation des résultats, il y a toujours des voix qui s'élèvent. Selon vous, qu'est-ce qui fait problème? Ça fait problème parce que le cadre est faussé dès le départ. Vous savez, la loi électorale, dans l'article 4 de la loi électorale, stipule que l'ECAM a la responsabilité pour l'organisation des élections. L'organisation des élections, ça voudrait dire à partir des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. Mais si vous prenez ce trajet, vous verrez que pour le cas de notre pays, il y a des responsabilités qui n'incombent pas à l'ECAM. Et l'ECAM n'a même pas le droit de proclamer des résultats provisoires. Alors que la loi électorale prévoit que l'ECAM a la responsabilité d'organiser des élections. À quoi c'est l'organisation des élections si on ne peut pas proclamer les résultats provisoires? Donc, entre les résultats qui sont donnés au bureau de vote, donc on dit dans nos textes que les copies qui sont données aux candidats et aux partis politiques ne représentent rien, puisque le seul exemplaire valable, c'est l'exemplaire de l'ECAM. À quoi donc même donner ces exemplaires aux partis politiques? Alors, si vous avez 10 candidats, par exemple, et que 9 candidats de l'opposition se présentent avec un procès-verbal identique, mais qui diffère du procès-verbal de l'ECAM, un juge normal dirait qu'il y a quand même quelque chose qui ne cadre pas. Parce que 9 personnes ne peuvent pas se concerter pour avoir le même procès-verbal par rapport à une personne, une entité qui présente un procès-verbal différent. Donc, en droit anglo-saxon, pour revenir sur la question le juge de l'équité trouvera un raisonnement pour justifier pourquoi donner beaucoup plus de poids aux 9 procès-verbaux qui sont identiques. Mais notre loi dit non. Les 9 là ne comptent même pas. Ce n'est même pas la peine de les présenter. C'est le procès-verbal. Voilà. Donc, vous voyez qu'au moment où il y a tout ce processus et que par la suite, l'ECAM, qui est chargé de l'organisation des élections, ne soit même pas en mesure de nous donner les résultats, ne serait-ce que bureau de vote par bureau de vote, ou les organisations de la société civile qui, dans d'autres pays, arrivent à mobiliser des observateurs nationaux en milliers pour observer le processus à travers l'ensemble du territoire national. Ça ne se fait pas ici. Parfois, dans certains pays, ils font même le comptage parallèle qui leur donne la possibilité de vérifier l'authenticité des résultats définitifs. Tout ça n'a pas lieu. Au contraire, c'est un processus géré par le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Donc, à huis clos, en présence de quelques avocats. Le public est exclu de tout ça. Ça ne me surprend pas qu'après cet exercice, que les gens se lèvent pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces résultats. C'est simple. Donc, tout ce processus démocratique dont on parle, c'est des processus qu'on peut mettre en place tranquillement. Et tout le monde trouvera son compte. Mais dans notre pays, même des petites choses élémentaires, comme le bulletin unique. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, par exemple, que vous parlez du bulletin unique, les gens sont surpris qu'au Cameroun, il y a encore débat. Ça fait encore l'objet de débat. Et les partis de l'opposition se font tracasser tous les jours parce qu'ils réclament cela. Les gens disent, mais vous réclamez. Donc vous avez encore des bulletins multiples qui coûtent plus cher, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, qui se prêtent à des fraudes. Mais tout ça, on peut éviter. Et je ne comprends pas pourquoi les choses les plus élémentaires nous échappent. Êtes-vous satisfait du travail d'Elections Cameroun?
Je n'ai pas eu l'opportunité de rendre visite à Elecam, ni de regarder de près leur fonctionnement. Donc, je suis un peu mal placé pour parler du travail de l'ECAM jusqu'à présent. Mais vous savez, nous sommes à 2 mois d'une élection capitale. Et dans beaucoup de pays, à pareille époque, il y a beaucoup de choses qui auraient pu déjà être faites. Par exemple, la publication de la liste électorale, pour que les citoyens puissent aller vérifier la liste provisoire, pour que les citoyens puissent aller vérifier si leur nom se trouve sur les listes. La période de nettoyage et de finalisation de la liste, le partage de la liste avec les partis politiques pour qu'ils puissent déployer aussi leurs scrutateurs en fonction des lieux d'inscription de leurs militants. Mais il y a beaucoup de choses qui devraient être déjà faites et faites de façon publique pour que le public puisse s'associer à cet exercice. Je ne les vois pas, mais comme je n'ai pas pris le temps d'aller échanger avec les gens de l'ECAM, je ne sais pas, surtout avec la nouvelle direction qu'on vient de mettre en place, je ne sais pas à quel niveau ils se situent et quelles sont leurs programmations, planification et leurs programmations par rapport à l'exécution des élections d'octobre 2018. Le 8 août, il y aura la liste définitive des candidats retenus et la campagne électorale va démarrer le 24 septembre pour s'achever le 6 octobre. Alors, donc 13-14 jours de campagne. Oui. Comme à l'époque du parti unique. Oui, parce que même dans un pays comme le Nigeria, ils avaient 90 jours de campagne, donc 3 mois de campagne. Ils sont en train de passer à plus avec une nouvelle réforme électorale qui est en cours. Parce que la période de campagne, ce n'est pas une formalité. C'est à ce moment-là que les candidats doivent aller envers les populations avec leur projet de société pour expliquer pourquoi ils veulent être président de la République. C'est pendant cette période que dans certains pays, on voit organiser par les médias, les journalistes, les médias de la place, des débats spéciaux. Oui, des plateaux spéciaux, des débats entre les candidats. Donc, on ne peut pas, dans un pays comme le Cameroun, avec 10 régions, avec les difficultés de communication que nous avons, les routes difficiles, les avions qui ne sont pas à l'heure, les régions qui ne sont pas desservies, on ne peut pas avoir une campagne de 13 jours et demander, est-ce que vraiment entre nous, est-ce qu'il y aura un candidat qui va, même le candidat du pouvoir, du parti au pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir faire 10 régions en 13 jours de campagne? Disons les délégués départementaux, Donc, vous savez, on ne délègue pas la responsabilité. C'est l'unique fois où celui qui veut prétendre à la position du président de la République, c'est l'unique fois où il est en communication directe avec les populations, où il négocie son contrat de légitimité. Et là, on ne se traite pas le leadership et voilà. On n'y est pas encore, peut-être qu'il va se déployer sur le terrain, on verra. On attendra voir. Alors, dans vos missions, vous organisez et conseillez les missions internationales d'observation des élections. Est-ce que le Cameroun a déjà bénéficié de votre expertise? Oui, le NDA était ici en 1992. Maintenant, ça fait comme plus de 30 ans, je crois, presque. Et à l'époque, le NDI avait fait la formation des scrutateurs, des partis politiques, toutes tendances confondues. Il y a encore des archives des militants du RDPC qui avaient été formés à l'époque aussi, parce que le travail se faisait à l'intention de l'ensemble des partis politiques qui participaient aux élections de 1992. Donc, cette assistance technique avait été faite au bénéfice de l'ensemble des partis politiques, de l'opposition comme de la mouvance. Et après cela, le NDA a envoyé une mission d'observation électorale qui avait jugé qu'il y avait des ratés, quelques ratés, lors des élections présidentielles de 1992. Curieusement, certaines des recommandations qui avaient été faites en 1992 sont encore valables au jour d'aujourd'hui. Ce sera encore le cas en 2018 ou il n'y a plus de temps? Non, je ne pense pas que le NDI sera là en 2018. Pour l'instant, je ne connais pas les organisations qui viendront, mais chacun aura à faire son travail et à se justifier d'abord aux Camerounais et ensuite à l'opinion nationale et internationale. Et d'ailleurs, je signale aussi que depuis lors, l'observation électorale a évolué sur le plan international. Maintenant, il y a des normes, il y a des standards, il y a une déclaration internationale sur le comportement des observateurs
une déclaration de principe adoptée en 2007, à New York, en 2007, qui définit la méthodologie de toute mission d'observation. Donc, je crois que la francophonie, qui avait déjà envoyé une mission préélectorale, et dans ce cadre de pouvoir remplir les conditions, sinon on n'est plus à l'époque où les observateurs débarquaient 24 heures avant le scrutin et repartaient même avant la fermeture des bureaux de vote pour donner des déclarations qui n'avaient pas de sens. Donc il y a une méthodologie à suivre et je pense que les organisations qui voudraient venir pour les élections dans notre pays auront aussi à respecter cette méthodologie-là. Alors comment vous définissez-vous? Vous êtes proche du pouvoir, proche de l'opposition, proche de la population tout court? Je suis proche de la population. Ou alors vous êtes monsieur indispensable? Non, avec beaucoup d'humilité, je suis proche de la population. Parce qu'il faut venir dans mon village. Lorsque les choses vont se calmer, vous verrez que quand je suis au village, je suis avec les miens. Et c'est pour cela que même les titres honorifiques, donc on parlait au débat, me rapprochent à ces populations-là et je suis proche des populations. Je pense que le moment venu où il va falloir choisir, je dirais plus clairement et de façon très ouverte et très sincère, quelle appartenance politique me convient pour une cause spécifique. Mais je me considère comme un enfant du terroir, partout où je me trouve sur le territoire national. Alors vous êtes un think tank américain proche du Parti démocrate. J'espère que je prononce bien. Maintenant, sachant que vous êtes un réservoir d'idées, si je dois traduire littéralement le terme think tank, est-ce que vous avez déjà apporté donc vos idées au pouvoir en place, puisqu'il y a encore, pour le bien-être des populations? Nous sommes un think tank parce qu'au moment où j'ai parlé tout à l'heure de l'organisation sœur, donc au moment où les structures ont été créées, le conseil d'administration des deux structures était fait de personnalités exerçant dans les deux grands partis politiques américains. Mais les textes qui ont créé ces structures nous obligent à travailler de façon non partisane. Donc le NDI n'est pas là pour promouvoir l'idéologie du Parti démocrate américain, ni l'Institut républicain pour promouvoir l'idéologie du Parti républicain américain. Ça a été des formalités administratives au moment de la création. Il est vrai que certaines personnalités qui sont très influentes dans ces partis politiques siègent aussi au conseil d'administration de ces organisations, mais sinon notre travail se fait de façon non partisane. Par rapport à la contribution que je peux faire, il faut créer les conditions. Il faut que les gens d'en face soient ouverts à des propositions. Vous pouvez avoir toutes les idées que vous voulez, mais lorsque les gens sont renfermés, lorsqu'ils ne les acceptent pas, vous n'avez pas de choix. Vous avez quand même essayé? J'ai essayé, à certains moments, j'ai essayé, mais si vous trouvez que les gens ne sont pas à l'aise avec vos propositions, vous n'avez pas à insister. Vous savez, c'est très drôle, parce que ce n'est pas pour me vanter, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que nous avons encore des témoins vivants, des personnalités, des chefs d'État dans d'autres pays africains qui peuvent vous dire combien ils apprécient même les communications, les conversations qu'on a de temps en temps. Christopher, j'ai telle chose. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce que je peux aborder telle question politique qui se pose dans notre pays pour la première fois? On le fait de façon gentiment, avec beaucoup de respect, et on donne. Et ils exploitent en tenant compte de leur réalité à eux. Et ça débloque des situations parfois difficiles. Mais quand je viens chez moi, parfois on me refuse même des conférences de presse à Yaoundé. Un sous-préfet trouve que moi, je ne pèse pas autant l'importance de l'intérêt national par rapport à lui qui a été nommé par décret parce qu'il est sous-préfet et m'interdit une rencontre avec les journalistes. Vous voyez comment je suis traité quand je suis chez moi? Et c'est ça qui est révoltant. Parce que, pour revenir à la crise anglophone, quand j'ai eu cette expérience à Yaoundé en 2017, beaucoup d'anglophones ont pris ça très mal. Parce qu'ils ont pensé qu'on me faisait ça parce que j'étais anglophone et que j'allais parler de la crise anglophone de façon partisane. Mais dans mon fort intérieur, je sais qu'ils ont fait ça parce que je suis démocrate convaincu et que j'allais parler de la bonne gouvernance et de la démocratie. Mais vous voyez des messages qui peuvent parfois augmenter la frustration des uns et des autres.
D'accord. Alors, vous êtes également titulaire, entre autres, hein, parce que votre CV il est très long, d'une licence en droit, d'un master en droit international de l'université d'Harvard, d'un doctorat en sciences politiques. Alors, au regard de votre parcours, on peut dire que vous êtes plutôt un juriste parfait. Je suis un juriste politicologue. Alors, est-ce qu'en tant que patriote, s'il vous était demandé de travailler à la Cour constitutionnelle pour une bonne lecture de nos textes, quelle serait votre réponse? Non, les gens qui me connaissent savent que j'ai été toujours disponible pour la patrie. Donc, sur ça, il n'y a pas de doute. Et que lorsque les conditions seront réunies, j'apporterai ma contribution. Et je le fais en toute modestie, sachant que je suis parmi une centaine d'autres Camerounais qui ont des compétences, qui ont des expertises, qui peuvent être fructifiées pour le bien-être de tout le monde. Quand vous dites quand les conditions seront réunies, est-ce que ça veut dire que présentement les conditions ne sont pas réunies? Non, je pense que dans le contexte actuel, nous avons une multiplicité de crises. Et tant qu'on ne résout pas ces crises-là, on ne pourra pas avoir un environnement sain pour la consolidation de la bonne gouvernance dans notre pays. Et dans ce contexte et dans ce climat, on peut avoir les meilleurs conseils, on peut avoir les meilleures volontés, ça ne sera jamais fructifié pour l'avantage de notre pays. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'international, qui sont en train de s'imposer par le travail, par le dynamisme qui nous revient naturellement, mais qui n'arrivent pas à faire valoriser leurs compétences dans le triangle national. Et quelque part, ça fait mal aussi. Parlons à présent un peu de la sécurité des élections, notamment avec l'influence des réseaux sociaux. Comment contourner les multiples dérives qu'on a sur les réseaux sociaux, sachant que vous étant un peu expert des questions électorales et qui avez sillonné le monde, on sait ce que c'est que les fake news, ce que les fake news ont fait à l'élection française comme à la dernière élection américaine. Comment contourner ces dérives-là? Effectivement, les réseaux sociaux constituent un atout, mais effectivement un atout mal utilisé peut devenir tout de suite un handicap. Et de plus en plus, nos pays en voie de développement sont vulnérables, beaucoup plus vulnérables, puisque nous n'avons pas les technologies appropriées pour faire blocage à fake news ou à d'autres personnes qui voudraient influencer de façon négative l'opinion publique, surtout autour des élections. Effectivement, nous avons vécu une expérience au Ghana où les journalistes eux-mêmes, les blogueurs, les journalistes, dans leur association, se sont réunis et ils ont décidé eux-mêmes, d'un commun accord, de constituer un groupe de vérification de l'utilisation des médias sociaux. Et ça, c'était une initiative citoyenne. Ils n'ont pas attendu un décret de l'État, ils n'ont pas attendu la coupure de l'Internet que nous avons vécu, mais ils ont eux-mêmes constitué un groupe de travail qui a fait ce travail et qui rendait public ces démarches. Et la population a adhéré. Et ça assainit le débat politique, même au sein des réseaux sociaux. Donc il faut responsabiliser les gens. Il faut appeler à leur sens du patriotisme. Il faut les responsabiliser. Et lorsqu'ils seront convaincus que leur travail est un travail positif, apprécié par les populations, évalué à sa juste valeur par les autorités, tout le monde va jouer le jeu et le pays sera épargné de cette situation. Mais lorsqu'on utilise la force pour toute question qui se pose, on utilise les décrets pour couper l'Internet, les gens deviennent révoltés et trouvent moyen aussi de combattre et de répondre et de riposter, et on finit dans un cafouillage qui ne bénéficie à personne. Alors une dernière question pour sortir, que pense le passionné de football que vous êtes au sujet de la CAN Cameroun 2019 dans quelques mois là? Vous savez, tout le temps qu'on abrite... J'étais là en 72, lors de la Coupe d'Afrique, que le Cameroun avait abrité à Yaoundé à l'époque, que malheureusement on avait été éliminé par Congo-Brazzaville. Je m'en souviens, beaucoup d'années après. Donc, chaque fois qu'il y a une fête de football,
on croise les doigts, on est pour son équipe, on veut que les Lions gagnent. Mais à l'horizon actuel, je m'excuse de dire que je suis encore très limité parce que je ne suis pas encore en 2019, mais sûrement si on résout ces différentes crises et on traverse cette période de turbulence, il faut reconnaître, nous serons tous dans une meilleure disposition sportive et nous allons tous porter le maillot, porter les t-shirts, manifester dans la rue et souhaiter que l'équipe puisse gagner. Pensez-vous que c'est l'occasion de vendre la destination Cameroun? Est-ce que vous, aux États-Unis, vous le faites déjà? Vous savez, la destination Cameroun se vend au quotidien. On ne peut pas attendre un événement comme celui-là pour vendre l'image du Cameroun. Ça se vend au quotidien. Et les gens qui veulent, que nous devons convaincre dans cette vente, dans cette transaction sur l'image du Cameroun, ils ne lisent pas Cameroun Tribune. Ils ne regardent pas la CRTV. Ce n'est pas nos comportements, pas les actes que nous posons, qui sont relayés par la presse internationale, que les gens se font une impression de ce qui se passe au Cameroun. Donc nous devons garder ça à l'esprit lorsque nous posons des actes, lorsque nous tenons des paroles. C'est pas uniquement pour les 24 millions de Camerounais, c'est pour le monde entier, surtout à cet âge du 21e siècle. Et ce travail se fait pas à la veille de Cannes, mais c'est à partir de maintenant, parce que les équipes sont en train de se dire, mais est-ce que nous pourrons envoyer nos équipes? Est-ce que nous pourrons envoyer nos supporters? Est-ce qu'ils seront bien accueillis? Est-ce qu'ils pourront aller jouer à Limbe ou à Bafoussam? Donc, c'est maintenant, ce n'est pas à la veille de Cannes, mais nous espérons pour le mieux, tout en souhaitant que toutes les dispositions soient prises pour éviter le pire. Docteur Formigno, merci. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous. À moi de vous remercier, et surtout pour cette opportunité qui m'a été offerte pour échanger avec les compatriotes et vos téléspectateurs. Bon voyage pour le Mali. Merci infiniment. Je souhaite que le Mali s'en sort parce que cette élection du 29 juillet ne sera pas du tout facile pour un pays qui connaît aussi des difficultés. Mesdames et messieurs, c'était Entretien avec Dr Christopher Formigno. Merci d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain. STV, votre télé.